Oui, Monsieur le Président, chers collègues, et bien évidemment, s'associe à vos propos concernant ce qui s'est passé ces dernières 48 heures sur l'archipel de Mayotte. Mayotte, qui est un département français qui subissait déjà une autre conséquence du changement climatique du fait d'une sécheresse majeure impactant l'accès à l'eau potable. Et évidemment, on ne doute pas de la solidarité nationale, notamment via Département de France, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans l'immédiat. Mais il faudra sans doute des années pour remettre ce territoire debout, alors que l'emballement climatique continuera de l'impacter. Les coûts financiers, à cette occasion, c'est important de le redire, les coûts financiers pour réparer sont plus importants que le financement d'actions préventives et d'adaptation au changement climatique. Trop de retard pris à tous les niveaux en ce sens fragilise, voire met en danger de nombreux territoires et leur population. Alors Mayotte, évidemment, est certes loin, mais c'est la France. Exactement. Et nous-mêmes, en Côte d'Or, même si ce n'est pas comparable, ne serait-ce que par le fait que nous n'ayons pas eu de victimes à déplorer fort heureusement, les inondations et glissements de terrain de ces derniers mois ont bien démontré ce vers quoi nous allons. Et alors que nous débattons du budget dans notre enceinte et que celui de l'État est suspendu, je redis solennellement que tout euro d'investissement public mis au service de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation au changement climatique ne doit pas être contrecarré par la poursuite de financement d'actions et de projets annihilant ces efforts pour le climat. C'est une question d'efficacité, une question de cohérence dans la durée et une question de civilisation surtout. Pour le budget 2025, de façon volontariste, Monsieur le Président, vous avez décidé de mettre son examen à l'ordre du jour de la session selon la même temporalité que les années précédentes, malgré la situation inédite que nous connaissons. Cela signifie qu'il y a des marges de manœuvre suffisamment importantes au niveau des finances de notre département, vous nous l'avez souligné, et quelles que seraient les décisions portées par le prochain PLF et PLFSS. Marge de manœuvre, non. Bien évidemment, nous mesurons toutes et tous le contexte national et européen dans lequel nous allons en débattre. Pour ce qui est du contexte national, celui-ci traduit sans nul doute une fin de cycle du fonctionnement des institutions de la Ve République. Il traduit aussi ce qui agite profondément les Français et les Françaises quant à des aspirations contradictoires parfois, mais qui fondamentalement interrogent quant aux évolutions de ce qui constitue des piliers de la cohésion nationale et sociale qui ont fait d'ailleurs leurs preuves précédemment. Il s'agit bien sûr des services publics de santé, de l'éducation, de la protection sociale, des solidarités, qu'ils soient assurés par l'État ou par les collectivités, dont le département. Je pense à ce sujet qu'il serait intéressant que nous soyons collectivement à l'initiative de débats à notre échelle départementale pour nourrir les discussions qui ont déjà commencé au niveau national. En tant que fervente partisane de la décentralisation, avec des collectivités pouvant expérimenter et menant des actions différenciées, je suis persuadée que l'expérience des élus locaux, via leur mandat de proximité, constitue une base sérieuse et précieuse pour nourrir le renouveau institutionnel dont on voit bien que nous avons besoin, que notre pays a besoin. Alors, toujours par rapport au contexte national, le président de la République voulait absolument éviter la motion de censure. C'est un argument qui l'a conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, de même qu'a refusé encore maintenant de nommer un Premier ministre issu de la coalition arrivée en tête pour plus de justice sociale et environnementale. Or, la motion de censure a quand même été votée malgré tout, le Rassemblement national se posant comme faiseur et défaiseur de gouvernement, contrairement à ce qu'il annonçait en septembre, mais surtout après les réquisitions lors du procès sur la situation des assistants parlementaires européens de ce parti. Ce qui peut être interprété comme une forme de chantage politique, mais au final, cela a été un atterrissage, disons, humiliant. Mais je voudrais revenir aux semaines précédant la censure. Il y a eu un travail intense et transpartisan, j'insiste, transpartisan, dans un temps hyper contraint. Un travail, il faut le souligner, qui a permis
de lever le tabou de la question des recettes, et permis de dégager ainsi des ressources, notamment pour les collectivités. Cette levée du tabou des recettes, qui nécessite, oui, bien sûr, un travail fin pour asseoir une équité efficace, et ça peut faire partie des débats que nous pourrions avoir déjà au niveau du département entre les élus locaux, mais pas que. Alors, asseoir une équité efficace, mais tout cela est resté coincé à la porte du gouvernement. Donc, il faut vraiment prendre cela à bras-le-corps. J'insiste là-dessus car il y a de quoi aller chercher des recettes là où c'est possible et sans nuire au dynamisme des entreprises et de l'économie, ne serait-ce que du côté des gagnants de crise, que ce soit du côté énergétique, agricole, agrobusiness et immobilier, sans compter le marais des niches fiscales qui, à elles seules, représentent près de 90 milliards de manque à gagner pour l'État. Vous-même, Monsieur le Président, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises en ce sens concernant les ressources des départements et leur dynamisme reposant sur des aléas de conjoncture, de consommation avec la fraction de la TVA ou des DMTO. La question des recettes renvoie donc à une réforme de la fiscalité locale et nationale qui doit faire partie du débat sur les évolutions institutionnelles. Et là, je rejoins complètement vos propos, Madame Bonnet-Vallet, sur la coupure entre l'impôt et les citoyens, notamment au niveau local. Donc vraiment le redire et partager ça, je pense que ça peut faire consensus. Monsieur le Président, vous avez également souligné plusieurs fois que l'État n'était pas aidant, qu'il ne facilitait pas l'exercice des compétences des départements qu'il leur transfère, sans réelle co-construction en amont, la compensation à l'euro ne tenant pas compte de l'inflation, même quand celle-ci est faible, du fait de l'ampleur des engagements en regard des besoins. De plus, ce mécanisme ne tient pas compte du volet RH, pilier de la mise en œuvre de l'action des départements. Mais quand on évoque l'État, celui-ci est bien évidemment un État incarné. Il est incarné par différents gouvernements qui, sous la houlette du président de la République omniprésent depuis 2017, n'a eu de cesse de mépriser les collectivités. On se souvient évidemment des relations houleuses entre l'AMF et le président de la République, et bien sûr des difficultés financières faites aux départements en regard des missions qui leur sont attribuées. Vous en faites écho régulièrement, Monsieur le Président, et en alertant auprès des ministres concernés et bien d'autres instances. L'État, c'est bien feu le gouvernement Barnier. On verra ce que proposera le prochain gouvernement Bayrou, qui ciblait les collectivités dans le redressement des comptes publics alors qu'elles ont l'obligation de présenter leur budget à l'équilibre. Et alors qu'en même temps, les clignotants s'allument au rouge comme pour la protection de l'enfance, ce que nous avions débattu notamment à travers le rapport présenté par notre collègue Viviane Villermo le 25 novembre pour la situation en Côte d'Or. Les besoins de politique sociale sont en pleine explosion. Ils concernent toutes les étapes, de la toute petite enfance jusqu'à la fin de vie. Les réponses constituent un pilier fort de la cohésion nationale déclinée au niveau départemental. Et à l'intérieur de l'enveloppe globale que vous nous avez présentée, il apparaît que le département a encore des moyens d'être amortisseur de crise et d'assurer au mieux les priorités sociales et de solidarité. Je vous remercie.